un jeune, par exemple, qui naît en Occident Mhm. et qui, pour lui, trouve que la dot, c'est plus quelque chose qui ralentit, c'est plus quelque chose qui freine et c'est pas forcément quelque chose qui propulse vers l'avant. Et que s'est dit, ok, moi j'ai grandi en Occident, ce côté-là de l'Afrique, ce côté-là de ma congolitude, je le rejette. Est-ce que tu le comprendrais? On peut être chrétien et appliquer ses croyances et spiritualités. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout misé sur le christianisme. Par exemple, je prends l'exemple du Congo. Ils vont à l'église du lundi au dimanche. Damso l'a dit dans un de ses textes. J'ai plus confiance en un athée qu'un chrétien. Parce qu'un athée, il fait l'effort de chercher du boulot. Par contre, le chrétien, il passe son temps à l'église du lundi au dimanche. Et là, je pense vraiment que un podcast comme justement la vôtre joue un hyper grand rôle dans vraiment apporter la connaissance vers ces jeunes-là. Et je pense aussi que les associations, par exemple avec le Cercle congolais, on organise souvent des soirées, on appelle ça mbongi, où l'idée c'est vraiment la transmission. On a organisé par exemple un événement qui s'appelait l'épopée de la civilisation africaine au Centre culturel congolais et ça a été donné par Momine Buzet. Et là par exemple, il raconte vraiment l'histoire des royaumes, comment les royaumes ont changé aussi à travers le temps, les traditions, d'où ça vient. Parce que par exemple, là tantôt, vous étiez aussi en train de parler du fait d'accepter ou pas accepter la dot. Je pense qu'on l'accepte une fois qu'on comprend vraiment L'importance. oui, d'où ça vient et l'importance. Et aussi une fois que nos parents arrêtent de, malheureusement, ça c'est aussi un peu vers nos parents, mais qu'on arrête de nous dire oui, les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. En 1885, à la conférence de Berlin, des lignes ont été tracées. Des puissances étrangères ont décidé de réunir sous un même nom des peuples et des royaumes différents. Aujourd'hui, une question reste centrale. Des peuples qui ont été forcés de cohabiter peuvent-ils former un corps et former une nation? Et la diaspora peut-elle et doit-elle porter cet héritage à des milliers de kilomètres? Bienvenue dans la toute première édition de l'Évangile patriotique, une émission qui a pour objectif de propager un réveil, provoquer une insurrection intellectuelle et promouvoir un évangile patriotique. Moi, c'est Melkis Kembo, host de Tosolola, et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et la grâce d'être avec mon co-host Christian Lungela. Comment tu vas? Ça va super bien, mon frère. Très content d'être là et j'ai hâte de cet épisode. Et en plus de Christian, nous avons la chance d'accueillir dans les locaux de Tosolola de merveilleux intervenants à qui je laisserai le soin de se présenter. Je m'appelle Pauline Malenga Mwanga. Aujourd'hui, je suis doctorante à l'Université d'Anvers où je fais de la recherche sur la diaspora et plus spécifiquement comment le passé colonial continue à nous façonner et comment ce façonnement se traduit avec les relations qu'on a avec les langues congolaises. À côté de ça, je suis aussi coprésidente du Cercle congolais ou du Congolais Sekring. Donc, c'est une association de la diaspora flamande où on essaie en fait d'apporter la voix de la diaspora congolaise dans les débats de décolonisation, restitution, en fait tout ce qui est lié au Congo. À côté de ça, je suis aussi éducatrice. Je suis invitée dans des écoles, des hautes écoles ou des universités où j'enseigne en fait sur la période coloniale et sur les impacts que ça a toujours aujourd'hui pour le Congo et pour leurs décédants. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien, moi je suis Mago Zanzungu, je suis militant panafricain et en parallèle je suis formateur des jeunes sur les questions africaines, de politique africaine. Bonjour, moi c'est Geneviève Kaninda Manyonga, je suis coordinatrice du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, qui est un mouvement militant qui a été créé en 2012 et qui s'intéresse particulièrement à la question d'une part de la mémoire coloniale, c'est-à-dire ce qu'on retient de l'histoire de la colonisation et de la lutte contre le racisme anti-noir comme héritage de la colonisation. À côté de ça, je suis chargée de plaidoyer et d'analyse politique pour une organisation qui s'appelle African Futures Lab et qui travaille aussi sur les questions d'injustice raciale, mais à un niveau plus macro, donc au niveau plus international, dans la façon dont les institutions fonctionnent, les relations aussi entre États, entre continents aussi sont façonnées, justement par l'histoire de la colonisation. Et voilà. Sinon, je suis juriste de formation. Et voilà. Merci pour ta présentation. Alors directement pour mettre un peu les pieds dans le plat, pour vous, en étant dans la diaspora, concrètement, comment est-ce que vous définissez le fait d'être congolais?
qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je veux bien me lancer. C'est une question en fait qui est très intéressante en fait que quand j'ai vu la liste de questions, parce qu'en fait l'identité, il y a effectivement une question de comment est-ce qu'on se définit soi-même, mais en fait l'identité nationale c'est d'abord un construit. Et donc c'est une question éminemment en fait politique et également culturelle, puisqu'en fait une identité nationale ça se construit sur base de plusieurs choses. Par exemple, les valeurs, les symboles sur lesquels repose une nation, les héros, héroïnes, les questions de mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Sur quoi, en fait, repose littéralement une identité sur laquelle, ici, puisque c'est les Congolais, vont tous s'identifier, peu importe nos différences, on va dire, ethniques, par exemple, le fait qu'on soit en diaspora. Ou pas. Donc je dirais que c'est une question qui peut être mouvante en fonction de qui répond, tout simplement, si je peux commencer comme ça. Donc on peut appartenir à une nation sans forcément vivre sur la terre de cette nation. Oui, parce qu'en fait, par exemple, quand on est en diaspora, moi, par exemple, je suis née ici en Belgique, mais je me définis totalement comme congolaise parce que je suis, en tout cas pour ma part, en capacité de retracer où sont nés mes parents très exactement, mes grands-parents, leurs ethnies aussi également. Et c'est aussi, dans ces facteurs, en tout cas dans ces facteurs d'identification culturelle, ethnique, dans lesquels j'ai grandi et qui font qu'en fait, je m'identifie effectivement comme étant congolaise, bien que n'étant pas née, sur la terre congolaise en tant que telle. Oui, je suis d'accord en fait, parce que je pense que le sentiment d'appartenance, ça se développe pour commencer dans la famille. Donc ça dépend ce qu'on t'a transmis, ce qu'on t'a pas transmis, l'environnement où tu as grandi, la représentation que tu avais en grandissant des personnes en fait congolaises. Et justement, une des choses que je vois dans mon interview, c'est que je m'attendais à avoir la même question, une même réponse, réponse semblable sur cette question-là, mais elle est tellement diverse. Ça dépend vraiment de la manière dont tu as grandi aussi, ton identité en tant que personne. Je pense que aussi la manière dont on reçoit et les choses en fait qu'on garde et qu'on capte dépend aussi vraiment de la personne. Donc je pense pas qu'il y a une réponse à la question et elle est vraiment dépendante en fait du contexte. Après, l'identité est propre à chacun. Très souvent, je dis les Congolais ont du mal à se définir. Il y a des Congolais qui sont nés dans la diaspora et ceux qui sont nés sur le continent. Ceux qui sont nés sur le continent, de facto, ils sont déjà Congolais parce qu'ils ne choisissent pas. Par nature, ils sont Congolais. Mais ceux qui sont nés à l'extérieur au niveau de la diaspora, ils ont ce problème de nationalité. Soit ils sont belges, soit ils sont français, soit ils sont anglais. Maintenant, comme l'a dit, je pense que c'était Pauline, ça dépend de comment il y a eu la transmission dans le socle familial. Si vous avez une maman qui transmet les valeurs, les traditions du pays, elle aura tendance à amener ses enfants-là à se définir en tant que Congolais. C'est comme ça que je dis, en fait, on a eu du mal à se définir pendant des années parce que beaucoup de jeunes qui sont nés à l'extérieur ne se identifiaient pas avec la représentativité du modèle congolais. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, on a des rôles modèles qui sont en train de changer l'imaginaire collectif de certains jeunes de façon à ce qu'ils puissent se définir en tant que Congolais, chose il fut une époque où on avait honte de dire qu'on était Congolais. Ça, on ne doit pas le nier en fait. C'est pour ça que je dis, avec les nouvelles générations, ça change un peu. Mais maintenant, est-ce qu'on se définit en tant que Congolais si on habite sur le continent ou à l'extérieur? Ça, c'est propre à chacun en fait. C'est comme ça que je dis, en fait, à un moment donné, en fonction de nos croyances, nos valeurs, nos us et coutumes, on apprend, en fait, à se définir par la suite nous-mêmes et on choisit si on est Congolais ou on n'est pas. Concrètement, je pense que je m'inscris à différentes analyses qui ont été faites ici par rapport au fait de répondre à la question « c'est quoi être Congolais ?» Comme l'a dit Monsieur Magoza, personnellement, je suis un jeune qui est né au Congo. Cette question, je me la suis jamais posée. En étant au Congo, en grandissant au Congo, à Kinshasa plus précisément, je me suis jamais posé la question, finalement, c'était quoi être Congolais? Moi, je vivais ma vie, je sortais dans mon quartier, je jouais au ballon avec mes potes et tout. Pour moi, tranquille, je suis Congolais, j'ai grandi là, ça s'arrête là, quoi.
sur les questions de transmission, sur les questions de tout ce qui était identité ou quoi que ce soit, histoire ou quoi. Je me suis vraiment jamais posé ces questions-là. Et c'est en arrivant ici en Belgique, ça fait maintenant 5 ans que je suis sur le territoire belge, à un moment donné, avec les rencontres que j'ai faites, surtout l'exposition à un certain monde dans lequel on se pose ces genres de questions, c'est là que je commence à mettre des mots en fait sur, pour moi, c'était quoi ma définition d'être congolais. Et donc, concrètement comme ça, je commence à avoir cette définition petit à petit en connaissant beaucoup plus mon histoire, en m'appropriant des récits qui me sont propres, en m'appropriant des récits des personnalités politiques. Mon rapport même à l'histoire du Congo a changé au fur et à mesure parce que j'arrive ici en Belgique. La première fois, j'ai entendu parler de Lumumba, bien évidemment, mais j'apprends une autre facette de Lumumba. Et moi, bizarrement, c'était une anecdote intéressante. C'était dans le train quand j'allais en cours. Je mets une vidéo YouTube, je me dis, ok, ben, je veux commencer à m'intéresser. Je mets une vidéo YouTube et j'apprends. J'apprends qui c'était, d'ailleurs, avec des larmes aux yeux, parce que je me suis dit, en fait, je suis en train de redécouvrir totalement l'histoire de mon pays. Et c'est là que mon rapport avec vraiment cette définition-là a commencé à changer. Comme je l'ai dit, je suis né au Congo, mais en arrivant ici en Belgique, il y a certains codes que je commence à adopter qui ne sont pas des codes que j'avais au Congo. Donc concrètement comme ça, je pense que ça commence à évoluer et dans ma tête, même si j'ai pas la nationalité belge, j'ai la nationalité congolaise, j'ai l'impression que je ne fiche plus mon identité à uniquement être congolais ou je fais la hiérarchisation de être uniquement congolais. Aujourd'hui, quand on me demande, je commence aussi à dire je suis bruxellois, par exemple. Donc concrètement, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire. Ça peut paraître bizarre, hein. Je suis un mec, j'ai grandi au Congo, je suis né au Congo, j'ai la nationalité congolaise, j'ai pas la nationalité belge, mais quand on me demande dans mon identité, puisque je commence à avoir un rapport avec les codes bruxellois, même des fois on me dit, même dans mon accent, ça commence à se sentir et tout, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, je pense que concrètement, pour répondre à la question, il n'y a pas de hiérarchie à faire. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas de hiérarchie à faire sur cette question identitaire parce que pour les personnes nées dans la diaspora, je pense que, en tout cas, de mon avis, de ce que je constate, vraiment un avis externe, il y a une multiplicité de qui ils sont en fait. Ils grandissent en même temps avec une éducation belge parce qu'ils vont à l'école ici, pour ceux qui sont nés en Wallonie avec une éducation wallonne, pour ceux qui sont nés en Flandre avec une éducation flamande, une mentalité flamande, et ils viennent enrichir cette identité de leur personne avec l'éducation que les parents peuvent donner à la maison, qui est une éducation congolaise. Donc je pense que tous ces éléments-là construisent leur identité. Donc à mon sens, vraiment, je pense pas qu'il y a des hiérarchies à faire sur cette question identitaire. Je suis assez d'accord sur la question de ne pas faire de hiérarchie parce qu'en fait, c'est quelque chose de mouvant. Aussi, moi, comme je l'ai dit, je suis née ici et donc c'est vrai qu'on est dans ce qu'on appelle cette espèce de double culture en fait, où on navigue entre la culture congolaise qui est la nôtre et puis celle de l'environnement dans lequel on vit. Par contre, moi, je pense que je parlerais d'ancrage, d'être ancré dans son identité effectivement africaine et congolaise. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup reçu dans mon éducation où effectivement on nous disait voilà, vous êtes né ici, vous êtes belge, mais en fait, vous devez savoir que en fait, vous êtes congolais. Alors avant tout, ça peut ressembler à une espèce de hiérarchie, mais c'est vraiment un ancrage parce qu'en fait, c'est quelque part une boussole parce qu'en fait, la culture, c'est aussi voilà, il y a des choses très très visibles, on va dire, je ne sais pas moi, la musique, la nourriture, la langue, etc. Mais il y a des choses qui sont un peu moins tangibles, donc par exemple, qui seront plus liées à vision de la vie, vision de la famille, parce que ça, ce sont des facteurs culturels aussi. Qu'est-ce qu'on appelle famille? Comment est-ce qu'on voit par exemple le mariage, par exemple? Et donc on se rend compte que dans sa vie, petit à petit, on se rend compte que être ancré dans une certaine identité, ça permet en fait de pouvoir en tout cas se positionner sur certaines questions, voilà, simples, mais aussi un peu plus, je dirais, philosophiques. Donc je dirais un ancrage, ouais, est important. Et puis aussi, puisqu'on va en parler en termes de patriotisme aussi.
Comme tu parles de mariage, en parlant de tradition et d'ancrage, Mhm. comme on a tous décrété que l'identité elle était multiple Mhm. et qu'il n'y avait pas de hiérarchisation à faire, un jeune par exemple qui naît en Occident Mhm. et qui pour lui trouve que la dot c'est plus quelque chose qui ralentit, c'est plus quelque chose qui freine et c'est pas forcément quelque chose qui propulse vers l'avant. Et que s'est dit ok, moi j'ai grandi en Occident, ce côté-là de l'Afrique, ce Mhm. côté-là de ma congolitude, je le rejette. Est-ce que tu le comprendrais ou est-ce que ce serait un récalcitrant? Bah, ça dépend sur base de quoi on le rejette, et c'est pour faire le lien avec pourquoi est-ce que c'est important d'être ancré dans son identité. C'est aussi que justement parce que dans notre histoire il y a ce chapitre colonial, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été projetées sur nos cultures et qui circulent encore aujourd'hui, notamment par exemple sur les questions de compréhension de qu'est-ce que c'est la dot. Et où en fait on recycle en disant mais non, mais en fait la dot c'est comme vendre sa fille, etc. Alors culturellement c'est pas du tout ça. Donc je dirais, ça dépend sur base de quoi la personne le rejette. Si effectivement ce sont sur base d'une réflexion et qui est elle-même basée sur une compréhension objective de ce qu'est la dot, etc., libre à lui ou libre à elle. Mais par contre, si c'est basé sur des éléments qui comprennent, on va dire, soit des stéréotypes, soit parfois juste des faussetés, hein, aussi sur ce qu'est le mariage dans les cultures congolaises. Là, il faut s'interroger. Merci. Et vous, par rapport à la hiérarchisation? Après, pour moi, la hiérarchisation existe. Parce qu'on a ceux qui sont nés sur le continent, qui arrivent en Europe. Quand ils sont face à ceux qui sont nés en Europe, il y a toujours un peu de challenge entre les deux. Il y a ceux qui pensent être un peu au-dessus des autres parce qu'ils ont la nationalité étrangère. C'est comme ça que je dis, il y a une construction, comme l'a dit, je crois, Christian. Il apprend les codes, les nouveaux codes qu'il n'avait pas au Congo. Il doit s'adapter à une nouvelle réalité qu'il n'avait pas. Sauf que les autres ont déjà cette réalité-là ancrée. Donc il y a un peu une forme d'équilibre à faire pour pouvoir être à la hauteur des autres parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Maintenant, je pense que en fonction du milieu familial, ça dépend de comment les mamans éduquent les enfants et transmettent les valeurs. C'est comme ça que je dis, en fait, moi, j'ai eu aussi ce problème-là parce que je suis né au Congo. Quand je suis arrivé en Europe, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas encore. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand certains avec qui j'échange, ils me posent la question, mais toi, t'es français ou congolais? Parce qu'ils savent pas si je suis congolais ou français, mais moi, je suis toujours congolais. C'est parce que je me suis intégré, pas assimilé, en fait. C'est comme ça que je dis, il y a une forme de hiérarchisation qui existe même virtuellement. Maintenant, ça ne doit pas entraîner des blocages chez ceux qui viennent du continent, par exemple, parce que je me dis toujours, on a cet avantage de ne pas se définir parce qu'on est déjà congolais par nature. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le mouvement panafricain, on retrouve cette reconnaissance de son identité naturelle parce que on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se réapproprient l'histoire de l'Afrique, qui essaient de revaloriser l'Afrique. C'est comme ça que je dis simplement, quand je parle avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand je leur parle de l'histoire de Marcus Garvey, parce que Marcus Garvey, il apprenait le Back to Africa, mais il n'était pas allé sur le continent. Il est mort avant d'y aller. Maintenant, je me dis, tu peux être né sur le continent ou ne pas être né sur le continent, mais si tu te reconnectes à ton histoire, forcément, tu vas pouvoir trouver ton identité. Mais sur la hiérarchie, pour moi, elle existe. Mais maintenant, elle est en train de se gommer un peu parce qu'on est en train de travailler pour essayer de rééquilibrer la balance. Moi, quand on parle de hiérarchisation et aussi d'obligation, je pense qu'on a une obligation de mémoire, surtout notre génération. En fait, je le dis toujours, nos parents sont arrivés ici et leur histoire de migration était totalement différente. Ils avaient pour la plupart d'autres soucis que la transmission. C'était un peu un mode de survie, si je peux appeler ça comme ça. Nous, on a l'opportunité, on a le temps de travailler sur nos archives, de comprendre d'où on vient, de faire le travail, parce que quand on parle de la période coloniale, quand on parle du Congo, voilà, je me trompe directement, on parle souvent que de la période coloniale, mais il y a toute une histoire avant, et c'est une histoire en fait qu'on ne comprend pas, une histoire aussi dans des termes qui a été démonisé, qui fait en sorte que aujourd'hui, si moi par exemple je vais faire une quête sur mes ancêtres qui sont aussi liés à la spiritualité, ce côté-là est démonisé. Et c'est aussi là, en fait, qu'on doit commencer à faire le travail. Je pense qu'une fois qu'on reconnecte avec notre identité, ou même
qu'on apprend à connaître ce qu'il y avait avant nous, la réalité en fait qui était là et qui a été aussi transmise d'une certaine manière à travers nos parents, mais qui est difficile à en parler aujourd'hui parce que c'est vrai, on en a parlé. Avoir vraiment une discussion, se mettre à table et parler de notre histoire, c'est vraiment une chose qui a été totalement coupée. Et donc, je pense vraiment que notre génération a ce devoir de faire justement cette quête et de la recherche d'où on vient. Qui sommes-nous? Et je pense qu'à ce moment-là, quand on sait d'où on vient, la hiérarchisation va se faire soi-même. Je pense qu'à ce moment-là, l'identité congolaise va arriver beaucoup plus en avant qu'aujourd'hui. Quand je regarde, par exemple, ma propre identité, je viens vraiment de loin, en fait. Comme je l'ai dit, j'ai grandi en Flandre. Et donc, cette représentation de la diaspora ou une représentation congolaise, elle était juste pas là en fait. Et donc beaucoup, et surtout de la diaspora congolaise en Flandre, on a vraiment grandi avec une sorte de internalisation des récits qu'il y a sur la diaspora. Et donc par les récits, je parle vraiment de l'idée de la civilisation, que voilà, l'Afrique, il y avait rien. Et en fait, c'était facile aussi d'apprendre et internaliser tout ça parce qu'on ne connaît pas notre propre histoire. Mais si on connaissait notre histoire, même internaliser tout ça et ancrer ça dans nos pensées, je pense pas que ça aurait été aussi effectif que ce l'est aujourd'hui. Je dis tout le temps que l'histoire, que la période coloniale a vraiment réussi à faire en sorte qu'on crée une distance en fait avec notre identité. Et comme je l'ai dit, je pense vraiment que c'est à notre génération, et je vois vraiment qu'on fait ce travail-là, mais que c'est à notre génération d'aller chercher en fait d'où on vient, d'aller comprendre aussi, par exemple, le nom de famille. Notre nom de famille, c'est pas des noms de famille qui sont donnés comme ça. C'est relié en fait à notre histoire. Et encore une fois, par exemple, là, la langue joue un grand rôle. Aujourd'hui, la plupart comprennent le lingala et c'est vraiment encore une transition. Avant, le lingala était moins mal vu. Aujourd'hui, c'est une fierté de parler lingala. Maintenant, s'il y a un tonton dans la rue qui t'arrête et tu parles pas lingala, il va dire comment ça tu parles pas lingala? Alors qu'avant, c'était mal vu. Et à côté du lingala, on a aussi nos langues, les langues de nos grands-parents souvent. Par exemple, moi, ce serait le Chiluba, le Kikongo. Le fait que je ne parle pas ces langues fait qu'il y a une distance qui a été créée même pour refaire la recherche sur mes racines, en fait. Et comme je dis, je pense qu'une fois que le travail est fait, c'est plus que logique que la plupart vont trouver plus le lien avec leur identité congolaise et aussi se revendiquer en tant que Congolais. Après, juste rapidement, c'est comme quand on nous a dit que... C'est qui encore qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo là? Quand il a découvert ça, il n'y avait pas des gens qui habitaient là-bas. Mais justement, les étudiants congolais au Congo apprennent que Diego c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur l'histoire. Ouais, Parce que quand on nous dit qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo, il n'y avait personne qui vivait là-bas avant qu'il arrive. Donc c'est là où je dis on doit lutter pour essayer de balayer tout cet imaginaire collectif. Mais moi, sur cette question identitaire, Pauline, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Il y a une question qui émerge comme ça. Concrètement, quand tu dis que notre jeune génération, et c'est une question que je poserai à tout le monde, notre jeune génération doit aller chercher notre histoire, doit pouvoir aller la comprendre pour pouvoir justement valoriser nos identités et comprendre qui nous sommes. Intrinsèquement, tu as parlé du côté spirituel, je parlerai aujourd'hui de l'influence que peut avoir le christianisme sur le Congo. Moi, la question que je me pose, parce que je me suis amusé un jour dans les discussions avec des proches qui sont congolais, parce que le Congo, c'est un pays à majorité chrétien. On a d'autres religions, mais on est à majorité chrétien. Je leur ai posé la question, tu t'identifies en tant que qui? Est-ce que pour toi, tu es premièrement congolais ou tu es premièrement chrétien? Et pour la plupart, la réponse, ils avaient une même réponse. Ah, mais c'est quoi cette question que tu me poses? Je suis d'abord chrétien. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, moi, dans ce rapport que peut avoir le christianisme et l'histoire du coup précoloniale du Congo, dans la compréhension imaginaire, dans la compréhension collective, moi, la question que je me pose très souvent, c'est que, est-ce que notre jeune génération, qui allons vers cette identité congolaise, qui allons vers cette histoire congolaise, à un moment donné, est-ce qu'on est dans l'obligation de passer par une cassure entre nous et ce christianisme-là, qui concrètement comme ça dévalorise ou vraiment, j'ai envie de dire, diabolise cet héritage-là historique que l'on a,
Ou vous pensez qu'on peut allier les deux peuvent marcher ensemble? Et pour même rebondir sur ce qu'il a dit, Ouais. vous pensez quoi de l'affirmation selon laquelle les Noirs, et donc dans notre cadre, les Congolais, récusent tout de l'esclavage sauf la religion? Moi, en fait, c'est une question aussi que je me suis posée beaucoup ces derniers temps, aussi vraiment reliée à ma recherche, parce que la spiritualité, justement, c'est un aspect dont je parle, et je vois vraiment qu'aujourd'hui, les personnes qui prennent une certaine distance avec l'Église catholique, c'est souvent les personnes qui ont fait le travail aussi sur la complexité du passé colonial, mais aussi sur l'impact de l'Église catholique, pas seulement dans le passé, mais aussi jusqu'aujourd'hui, hein, quand on regarde ce qui se passe au Congo et le fait que Nzambe Akosa, là, ça c'est vraiment un truc qui tu vois, qui est très difficile pour moi. Mais d'une part, on peut pas nier, l'Église catholique a joué un très grand rôle sur la distance qu'on a pris avec nos ancêtres, la distance qu'on a pris avec notre religion, la distance qu'on a pris aussi avec notre histoire. Quand on regarde par exemple l'Africa Museum à Tervuren, j'ai oublié de dire, j'ai aussi travaillé 1 an et demi là-bas, et c'est aussi une chose qui m'a radicalisée d'une certaine manière et qui a fait en sorte que je fais la recherche que je fais aujourd'hui. C'est parce que en fait, beaucoup des objets culturels qu'on voit aujourd'hui à l'Africa Museum sont des réflexions de notre histoire. Dans les traditions africaines, la plupart du temps, en fait, la manière dont la transmission en fait de l'histoire était faite de bouche à bouche, donc oralement, mais aussi était ancrée dans ces objets culturels. Ces objets culturels sont vraiment en fait une réflexion de cette histoire énormément riche en fait qu'on n'arrive pas à décortiquer aujourd'hui, parce que ces objets sont en Belgique aujourd'hui, et aussi même pour les chercheurs du Congo, par exemple, le problème de visa, c'est pas évident. Et aussi en tant qu'artiste, en tant que jeune, si tu veux faire de la recherche et tu es basé au Congo, la distance en fait qui a été créée avant, elle est toujours là, mais à côté de la distance physique, il y a aussi cette distance spirituelle et la démonisation justement de notre culture, de nos identités, de nos ancêtres. C'est quelque chose vraiment qui a été ancré par l'Église catholique. L'Église catholique a joué vraiment un très grand rôle dans la colonisation au Congo. En fait, c'est plus facile d'avoir un pouvoir en fait sur un peuple si tu leur déduis de tout ce qui est relié avec eux et tout ce qui est relié avec les royaumes, avec les rois, avec les personnes en fait qui jouaient un très grand rôle aussi pour la société. Ces objets culturels sont pas des objets d'art, sont aussi des objets en fait d'utilisation. Par exemple, la transmission d'être un enfant d'homme, tout ça en fait, tous ces rituels-là, on les a perdus, pas seulement dans cette manière-là, mais aussi dans les choses qu'on mangeait. Souvent on dit, oui, on est parti au Congo et on les a apporté les choses comme les hôpitaux et la médecine. On avait tout ça, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la démonisation, les nganga et tout ça. C'était des personnes, en fait, qui étaient reliées à nos terres, qui étaient reliées à nos ancêtres. Et cette connexion-là, elle a été détruite, en fait. Elle a vraiment été détruite. Et même aujourd'hui, quand je parle avec des personnes qui font le travail, eux, ils ont peur, justement, de renouer avec l'ancestralité et avec toutes ces histoires-là, parce ils ont grandi avec l'histoire, mais oui, c'est de la démonisation, et il faut qu'aussi banquicité et tout ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a encore peur. Je dis, une force du peuple congolais, c'est notre spiritualité. Et aussi le fait qu'on est très chrétien, qu'on va à l'église aujourd'hui, c'est aussi une continuité de cette spiritualité qui a toujours été là. Mais ce serait bien, en fait, je dis pas aux Congolais de se détacher de l'Église catholique et tout ça, parce que moi aussi, je vois mes parents sont très chrétiens, et dans les moments où ça va vraiment pas mal, je suis contente que ma mère a justement cette spiritualité, la religion qui peut leur aider, mais ça peut pas comment dire ça, ça peut pas être une barrière pour qu'on apprend plus sur notre histoire. Et aujourd'hui, malheureusement, ça le fait toujours. Après, il y a un auteur qui s'appelle Steve Biko qui a écrit sur tout ce qui venait du noir est mauvais, tout ce qui venait du blanc est bon. L'obscurité, la lumière. Maintenant, on nous a appris à nier, à renier tout ce qui vient de chez nous. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, en fait, il faudrait comprendre que un chercheur qui s'appelle Lasconi disait les Indo-Pakistanais, quand ils viennent au Congo, ils viennent avec leurs croyances et leur spiritualité. Le Congolais
pris avec des spiritualités importées. Quand tu vas voir, par exemple, une personne musulmane, quand elle se déplace partout, elle applique sa croyance et sa spiritualité. Pourquoi le Congolais veut se reconnecter avec ses ancêtres en priant avec des croyances qui sont pas les nôtres? C'est là où je dis, il faut essayer de briser les chaînes. Ça va pas être facile. Mais moi, quand je parle à des jeunes aujourd'hui, je leur dis, il faut essayer, comme le disait Kalala Omutunde, tout ce qu'on nous a appris jusqu'à l'âge de 11 ans, quand on essaie de remettre tout cela en question, en fait, c'est là où on commence à déconstruire notre imaginaire collectif. Maintenant, c'est un travail qui nécessite beaucoup de remise en question. Quand tu commenceras à te questionner, quand tu commenceras à avoir des réponses, tu vas être marginalisé par tes semblables. Parce qu'on dira que tu es devenu un peu anormal. Mais rassure-toi, c'est tout à fait normal que tu te questionnes. C'est là où je dis, en fait, maintenant, l'histoire de la spiritualité, c'est un combat que nous devons mener progressivement. On ne doit pas aller en braquant les autres en leur disant que la croyance chrétienne que tu as aujourd'hui est mauvaise. Il faut essayer de pousser le débat, de pousser l'autre à se questionner. Comme on dit en lingala, 6,9. Aller dans la colline des émotions de l'autre. Quand tu te demandes, c'est comme l'exemple d'un enfant qui te dit « Maman, j'ai mal », tu dis « Prends un Doliprane ». Tu comprends pas ce qu'elle ressent totalement, alors que tu dois essayer de te dire qu'est-ce qui fait que tu as mal. Tu questionnes. C'est là où je dis, en fait, on a beaucoup trop de travail. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, cette nouvelle génération a tendance à se poser des questions. Et maintenant, souvent, ils n'ont pas les réponses. D'où l'intérêt de faire ce genre de podcast, parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici va pouvoir édifier, pousser certains à se questionner. Et c'est comme ça qu'on va commencer à changer l'imaginaire collectif de cette jeunesse. Donc on peut être patriote et être chrétien? Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ben, moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes de la diaspora qui font beaucoup de travail vraiment et qui sont catholiques en fait. Moi, personnellement, c'est difficile mais je peux comprendre en fait. C'est vraiment un travail de long terme à faire en fait. C'est pas quelque chose qui a été créé hier. C'est vraiment quelque chose qui a été transmis de génération à génération. Et bon, on a besoin vraiment d'une génération pour couper le fil ou pour changer le fil, je pourrais dire peut-être ça comme ça. Mais je dirais que tu peux commencer ta recherche et quand même commencer ta recherche d'un sentiment de patriotisme et oui, être en même temps encore chrétien. Ça, c'est impossible. On ne peut pas être patriote et chrétien. Parce que ça crée des confusions au niveau de la tête. Mais Marcus Garvey était chrétien pourtant. Non, mais en fait, il était était chrétien, mais comme je dis, les Black Moses avaient des croyances et spiritualités qui étaient les nôtres. On peut être chrétien et appliquer ses croyances et spiritualités. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout misé sur le christianisme. Par exemple, je prends l'exemple du Congo. Ils vont à l'église du lundi au dimanche. Damso l'a dit dans un de ses textes. J'ai plus confiance en un athée qu'un chrétien. Parce qu'un athée, il fait l'effort de chercher du boulot. Par contre, le chrétien, il passe son temps à l'église du lundi au dimanche. C'est au Congo. Je pense que ça dépend aussi. Au Congo, sauf que si on fait l'expérience inverse au niveau de la diaspora, est-ce que les catholiques vont souvent à l'église? Dans la diaspora ici, est-ce qu'ils vont souvent à l'église? Quand on va dans les églises sont souvent vides. Pourquoi? Parce que ils ont compris que ces croyances-là étaient plus mises en place pour pouvoir exploiter les autres. C'est comme ça que Thomas Sankara disait le livre que tient le maître n'a pas la même signification que le livre que tient l'esclave. La Bible que les autres utilisent pour prier, les autres utilisaient ça pour dominer les autres. C'est comme là, je chuterai par là. Quand les Congolais prient le Dieu d'Israël, alors que quand on voit ce qui se passe en Israël, on les attaque, ils réagissent avec des armes. Il serait temps de déconstruire l'imaginaire et se battre pour avoir des résultats. Je pense qu'il y a peut-être deux choses parce que je pense qu'on parle de deux choses ici. Il y a religion et spiritualité. Et comme tu l'as dit, Pauline, la colonisation, c'était sur 3 piliers. C'était les entreprises, c'était l'Église, et c'était évidemment la colonisation, c'est-à-dire le pouvoir politique. Je pense que dans cet effort justement de déconstruction, il faut voir la religion pour ce que c'est. La religion, c'est un pouvoir. C'est aussi quelque chose, c'est un construit, c'est quelque chose qui est construit aussi par les hommes. La spiritualité, par contre, là, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus
Il y a quelque chose d'intangible, en fait. Et quand on parle justement du rôle de l'Église catholique, du christianisme, etc., dans la colonisation, là, on parle vraiment de religion, puisque tu le dis, on a utilisé la Bible pour coloniser des gens. Et donc, en tout cas, moi, je pense que je ne suis personne pour dire il faut que tu sois chrétien, il faut que tu sois ceci. Moi, je dirais, c'est peu importe la spiritualité dans laquelle tu t'inscris, c'est faire attention. Est-ce que la spiritualité que tu pratiques, ce que tu apprends, ce que tu emmagasines aussi, parce que quand on va à l'église, effectivement, c'est pour emmagasiner souvent pas mal de messages. Est-ce que ceci est en adéquation? Est-ce que c'est cohérent par rapport à toi, ton histoire en tant que personne congolaise, à toi, ton identité par rapport à ton pays? Parce que effectivement, dans les églises que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit chez nous ou en diaspora, c'est effectivement des laboratoires pour endormir les gens. Effectivement. Et donc là, je pense que c'est plus une question de comment est-ce que chacun fait cet effort par rapport à tout d'ailleurs, de questionnement, de déconstruction, de savoir, ok, si maintenant moi je me définis comme chrétien, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que le christianisme a fait à travers l'histoire, par rapport à l'histoire de mon pays, par rapport à l'histoire de mon peuple, comment est-ce que ça continue aussi d'influencer nos États, encore maintenant, c'est encore très très fort, nos pratiques, etc. Et en fait, savoir donner sa juste place aussi à la religion, à la spiritualité aussi. Je pense qu'il y a aussi un truc où cette omniprésence des églises, enfin, on peut parler plus d'une omniprésence, c'est aussi le signe de quelque chose qui manque en fait en termes de structuration. C'est-à-dire qu'en fait, quand en fait on laisse le champ libre, par exemple, à un État qui abandonne sa population, en fait, ça laisse le champ libre en fait à toutes ces églises de venir prendre la place où les gens viennent remplir, comme tu le dis, en fait, du lundi au dimanche, l'église aussi. Et donc, enfin voilà, je réponds un peu à tout ce que j'ai entendu, mais c'était plus pour faire cette différence entre religion et spiritualité, déconstruction, et voilà, parce que c'est vrai que la spiritualité, il y a quand même quelque chose du domaine de l'intime, mais ce questionnement doit rester permanent. Ça, par contre, je suis d'accord, même quand il s'agit de la religion. Après, les politiques en Afrique vont avec les églises. Partout, hein, même ici, en Donc, ils Europe, travaillent en ensemble. Occident. C'est pour ça que je dis au Congo, par exemple, si on reste sur le cas du Congo, les églises prospèrent parce que les politiciens ont besoin de ces églises pour pouvoir avoir le contrôle de la population. Et selon vous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore ancré? Pourra pas. Parce que ces derniers temps, avec tout ce qui tourne autour de la Constitution, on voit beaucoup de pasteurs qui en parlent et qui donnent leur avis par rapport à ça. Est-ce que selon vous, ce serait un piège ou ce serait quelque chose de... Après, c'est un piège parce que la plupart des pasteurs n'ont pas lu la Constitution déjà. Et certains ne lisent même pas la Bible. Donc, ils la maîtrisent même pas, la Bible qu'ils utilisent tous les jours, ils la maîtrisent pas. Donc, comment ils vont parler de Constitution? Sauf que si ton pasteur à l'église te dit que la Constitution est mauvaise, comme tu crois en ce que dit ton pasteur, forcément c'est vrai. C'est comme ça que le pouvoir va utiliser les pasteurs, parce que les pasteurs ont un contrôle sur une large masse de la population. Donc c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je dis simplement, il faut se questionner, avoir du discernement quand on va à l'église. Parce que moi je fais l'expérience. Quand je vais à l'église, quand le pasteur lit la Bible, je lis la Bible. Et quand il interprète, j'arrive à me faire un avis sur ce qu'il est en train d'interpréter. Mais quand ton pasteur lit la Bible et que tu n'as pas la capacité d'avoir les écrits qu'il est en train de lire, tu ne pourras pas comprendre ce qu'il interprète. C'est parce qu'on n'a pas de discernement. Donc, ces pasteurs qui parlent de la Constitution, pour moi, ils devraient s'abstenir parce que c'est pas de leur domaine. Ok, donc on a parlé de religion, on a parlé de spiritualité. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on bifurque sur l'histoire, parce que c'est un mot qui est beaucoup sorti. Quand on parle de l'histoire du Congo, on parle de quelle histoire en fait? Puisque techniquement, le Congo n'existe, enfin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existe que depuis 1885. Et aujourd'hui, je pense qu'un Congo qui habite au Congo se sent peut-être plus proche d'un Angolais aussi Congo qu'un Swahili qui habite par exemple à l'autre bout du pays. Et par exemple, nous au Santo Solola, on en a fait les frais. Tu mentionnais Kimpavita tout à l'heure. Quand on met en avant des figures comme Kimpavita qui ont œuvré au sein du royaume Congo, on reçoit la critique selon laquelle Kimpavita serait angolaise et qu'elle n'aurait rien à voir avec l'histoire de la RDC actuelle. Donc quand on parle d'histoire du Congo, on parle de quelle histoire exactement? En fait, le Congo existe avant 1885. Ça existait déjà avant. On était dans les royaumes. C'est comme ça que je dis, en fait, quand on parle de l'histoire du Congo, il ne faudrait pas qu'on parte sur la date qui a été prédéfinie par les autres. Il faut qu'on parte sur l'antériorité du Congo existant. C'est là où je dis, il faudrait des experts qui puissent vulgariser cela.
Si celui qui dit que Kimpa était angolaise, il parle peut-être du royaume. Parce qu'à l'époque du royaume, l'Angola était dans le royaume Congo. C'est comme ça que je dis, en fait, si on n'a pas des experts pour parler de l'histoire du royaume Congo, du grand Congo avant 1885, on continuera toujours à faire des erreurs. C'est comme ça que je dis, il faut qu'on essaie de s'approprier l'histoire avec les bonnes personnes qui ont la capacité de relater l'histoire. Et ces personnes-là, elles existent aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, il y a des messieurs comme Lasconi Tsimbike sur les réseaux sociaux qui fait des vidéos qui en parlent. Il est capable de relater depuis des années, avant la dite date de 1885, il fait un rappel historique et c'est intéressant de suivre ce genre de monsieur. C'est pour ça que je dis, en fait, à un moment donné, on a des lacunes nous-mêmes sur notre propre histoire. Quand je parle avec des jeunes, souvent ils connaissent mieux l'histoire de l'Europe que l'histoire de l'Afrique. Et ça me fait mal. Parce que je me dis comment ça se fait qu'on est des Africains, mais on a des lacunes sur notre propre histoire, on connaît mieux l'histoire des autres. Mais ça s'appelle la domination culturelle. Sankara disait la domination culturelle est la moins coûteuse et la plus efficace. Quand je suis en Belgique, non, quand je suis à Kinshasa, je regarde l'Athénium, je dis waouh, faut que j'aille à l'Athénium. Avec les médias, ils ont déjà gagné la publicité. Maintenant, nous, on doit faire quoi? On doit faire l'inverse. On doit valoriser notre histoire pour créer l'imaginaire collectif de nos enfants, de se dire, je suis en Belgique, mais je rêverais d'aller à Lubumbashi. C'est là où on va inverser la balance. Et moi, c'est généreux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Non, mais c'est ce qu'il dit effectivement correct. En tout cas, sur la ligne du temps, effectivement, à prendre en compte, il y a effectivement l'histoire de nos royaumes précoloniales qui fait partie de notre histoire. L'histoire de la colonisation en fait partie. Et puis, ce qui vient aussi après. Et cette question de la maîtrise, effectivement, elle est en fait essentielle parce que quand on dit oui, mais non, en fait, elle est angolaise, elle est ceci, on revient effectivement sur cette question de ces frontières qui en fait ont été tracées quelque part en fait virtuellement et pas par nous. Maintenant, ce qui est important, c'est que là maintenant, on est en 2026 et je pense que peu importe le chapitre de l'histoire, que ce soit la période précoloniale, que ce soit la période coloniale et ce qui vient après, il s'agit pas de s'enfermer là-dedans. Le plus important, c'est comme tu le disais, c'est la maîtrise et surtout les leçons qu'on en tire, en fait. C'est-à-dire, une fois qu'on s'intéresse à l'histoire précoloniale, par exemple, de nos royaumes, qu'est-ce qui, on se dit politiquement, culturellement, spirituellement, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui était en fait, qu'est-ce qui nous servirait, par exemple, encore aujourd'hui, à nous, Congo? Quand on analyse maintenant le chapitre lié à la colonisation, on regarde, on dit, ok, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce chapitre de l'histoire? Parce que qu'on le veuille ou non, la colonisation, ça fait partie de notre histoire. C'est un des chapitres les plus sombres et les plus noirs, mais elle fait partie de ça. C'est qu'est-ce qu'on tire comme leçon pour le présent. Et en fait, c'est à ça que sert l'histoire, littéralement. Tous les peuples se construisent comme ça. C'est construire sur base de ce qu'on a vu par le passé, des leçons qu'on en tire, et de dire, ben voilà, ça nous permet de dire aussi, par exemple, si je prends l'histoire de la colonisation, on a dit, voilà, tel type de domination, voilà ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qu'on tire de cela pour que ça ne nous arrive plus? Bon, maintenant, puisqu'on est dans une période où on parle aussi de néocolonialisme, on se rend compte qu'il y a une continuation de ça aussi, et donc on est quand même dans un présent qui est encore colonial, ça c'est sûr. Mais c'est surtout, à chaque fois, c'est vraiment, quand on dit maîtriser son histoire, c'est vraiment la maîtriser et vraiment sans complexe. Dans ce qu'il y a eu de bon ou de pas bon, c'est sans complexe, ça fait partie de notre histoire. Le plus important, c'est la maîtriser et en tirer les leçons. Parce qu'en fait, on a beaucoup à construire pour notre pays, en tout cas. Ok, juste peut-être avant que vous poursuiviez, je tiens à faire quand même une petite précision avant qu'on me tape dessus en commentaire. Je ne dis pas que l'histoire du Congo n'existe que depuis 1885. Je parle de l'État et du territoire, mais les peuples ont une histoire très grande, et ça je le nie pas. Je parle de l'État et du territoire. J'aimerais rebondir là-dessus d'ailleurs, merci pour la passe décisive. Concrètement, comme ça, je pense dans ta question, par rapport aux différents commentaires qu'on a eus au Yebaki, que je nous invite d'ailleurs à suivre, c'est super intéressant, on parle d'histoire du Congo. Quand tu parles de 1885, c'est la délimitation du territoire de la République démocratique du Congo actuelle. Mais dans l'analyse que vous faites, est-ce que ce ne serait pas pertinent pour ces personnes justement de venir dire dans les commentaires que effectivement Kimpavita n'appartenait pas seulement au Congo actuel, mais quand on parle d'elle, il faut toujours nuancer, parce que je pense que les territoires du Congo, comme tu l'as dit, Monsieur Magoza, a toujours existé.
mais sous forme de royaume, sous forme d'empire. On parle de Lunda, Kuba, le royaume Congo qui est aujourd'hui le plus mis en avant. Mais concrètement, comme ça, est-ce que parler de ce royaume-là et dire que ça fait partie du Congo, enfin, parler de ce royaume-là comme le Congo actuel, est-ce que ce serait pertinent de notre part de le faire? En fait, parler de ce royaume comme le Congo actuel, ça peut fausser la donne. C'est pour ça que je dis qu'il faut relater les faits de façon correcte. On reste sur le royaume. Et ça incluait donc tout le monde dans le royaume. Maintenant, on a cette problématique des personnes qui vont revendiquer l'appartenance de l'héroïne. Ça, après, c'est des débats émotionnels. C'est comme ça que je dis, en fait, comme l'a dit la Geneviève, si on ne maîtrise pas l'histoire, il faut être capable de relater l'histoire sans complexe. C'est comme ça que je dis à des jeunes, quand vous êtes en débat avec les autres, faut pas avoir cette crainte de se dire, je risque de me tromper sur ma propre histoire. Très souvent, quand vous êtes très calé sur votre histoire, souvent, ils arrêtent le débat. Sauf que à l'époque où nous, quand on grandissait au niveau de la diaspora, on avait souvent ces lacunes-là au niveau de l'histoire. Et ils arrivaient facilement à nous narguer sur notre propre histoire. Mais aujourd'hui, quand tu viens me parler de l'esclavage, de la colonisation, pour moi, c'est mon histoire, mais j'ai pas fait que ça dans l'histoire. Donc je sais rebondir sur d'autres aspects de l'histoire des Noirs qui me donnent l'avantage sur l'autre qui est en face de moi. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on puisse maîtriser, pouvoir relater ça avec sans complexe. Juste pour un tout petit peu rebondir par rapport à ce que Magoza, tu es en train de dire, moi je pense que il est effectivement super important de maîtriser la narrative. Pas, j'ai tellement d'anecdotes à raconter depuis que je suis en Belgique. Une fois, on était dans un métro, en discussion avec des confrères. Après l'école, on était en train de discuter. Et je sais plus sur quoi exactement, mais on en est arrivé quand même à la conclusion de nous dire, ils en sont arrivés à la conclusion de dire que, ah mais tu sais Christian, l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Parce que regarde la construction des métros, regarde la construction des nanani, de nanana. Et justement, c'est là où j'aimerais rebondir aussi. C'est que quand Maïgoza, tu dis qu'il y en a qui maîtrisent même l'histoire européenne, j'ai l'impression que même ça, on ne maîtrise pas. Parce que concrètement, comme ça, par exemple, parler de la construction des métros, on parlera des Marocains qui ont fait les travaux, qui ont participé aux travaux. Mais je pense que la maîtrise de l'histoire, de notre histoire, fera en sorte qu'on ne se sentira plus inférieur, justement, quand on parlera devant qui que ce soit, dans des débats. Et je pense que c'est important. Moi, aujourd'hui, je pense, à mon niveau, à un moment, peut-être que j'avais cette conception-là du fait que oui, l'homme blanc était supérieur à moi parce que concrètement, comme ça, il avait fait des choses. Et je l'admets. Quand je discute avec des gens, je dis, avant, je le pensais. Aujourd'hui, plus j'en apprends sur mon pays, sur mon histoire, complexe, bien évidemment, mais quand j'en apprends sur la grandeur de l'histoire de qui j'étais, ça me donne ce sentiment-là de me dire que non, en fait, il n'y a personne qui est supérieur à moi. J'ai mon histoire, ils ont leur histoire, et Mutuna Mutuna Oyaye, comme on dit chez nous. Donc je pense que c'est hyper important que nous, les jeunes, cette génération, cette vague qui est en train de s'émerger, qu'on puisse continuer sur cette lancée. C'est important, les gars. Big up au Ebaki, vraiment. Après, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai eu un jeune qui a eu un débat avec un blanc, qui lui disait l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Tu sais la réponse qu'il lui a donnée? À chaque fois que ta voiture, tu t'arrêtes au feu, le feu, c'est un homme noir qui l'a créé. Donc tu respectes le feu parce que c'est un noir qui te donne la jonction parce qu'il a créé le feu. Et l'autre, il n'avait plus d'argument. C'est parce qu'on n'avait pas les éléments de réponse avant. Kalala Umutunde, paix à son âme, a beaucoup travaillé sur les avancées que nous avons fait de façon à améliorer l'histoire des Noirs, pas rester que dans la partie négative. C'est comme ça que je dis, en fait, il faudrait essayer de donner des éléments de langage à cette jeunesse, de façon à ce que dans cette société où ils auront toujours des moments de frustration émotionnelle, de pouvoir essayer de répondre sans aller dans la brutalité, par exemple. Par exemple, une personne qui va traiter de sale noir, si tu peux répondre que je sais que je ne suis pas un sale noir parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais très souvent, on ira toujours à l'affrontement. C'est parce qu'on n'a pas réussi à gérer nos émotions. Et en général, le formateur qui m'a formé, il disait, sans la charge émotionnelle, nos conflits sont que des désintérêts. Tu montes, je descends, mais on va dire, le Congolais va dire Azayouma.
Sauf que dans un conflit, celui qui refuse le conflit, c'est celui qui gagne le conflit. Si je peux rajouter peut-être quelque chose à ce que vous venez d'échanger, en fait, je pense que une des raisons pour laquelle tu reçois un commentaire sur Mekimpa Vita, c'est l'Angola, c'est encore une fois parce que l'histoire du Congo, c'est la colonisation et tout ce qui vient après. Et on a complètement oublié qu'en fait, il y a toute une richesse derrière qui a été déconstruite, en fait. Le fait, parce qu'on doit parler aussi de la machine propagande, et c'est aussi de là qu'une certaine internalisation vient, mais la machine propagande, elle était dans tous les domaines en Belgique, mais aussi au Congo. De l'éducation à la religion, aux activités récréatives, c'était partout. Ici, à côté de l'Africa Museum qui est à Tervuren, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent aussi, il y avait par exemple aussi un expo en 1913 à Gand. Et en fait, c'est un panorama. Donc, c'est un panorama, tu peux t'imaginer comme si je rentrais dans un grand bâtiment et que tous les murs, en fait, c'est un panorama de Matadi. Et donc, dans ce panorama-là, il montre comment les Congolais ont été aidés, encore une fois, par les Belges pour construire des rails de train et le village et les routes et tout ça. Mais ce qu'ils enlèvent, par exemple, dans ces images-là, c'est les coups de fouet, la force publique, vraiment la Coupure de main aussi. Voilà, tout à fait. Tous ces aspects-là, en fait, n'ont pas été traduites dans la propagande qui a été propagée par les Belges. Et donc, on crée cette image-là que avant que les Belges arrivent, l'Afrique, il y avait rien. Les gens vivaient dans, je sais pas moi, dans les arbres et se mangeaient. Or que il y a toute une réalité, comme je l'ai dit, des structures sociales, des structures religieuses, des structures politiques qui étaient présentes et qui ont été totalement déconstruites. Et moi, ce que je me dis aujourd'hui, quand je fais la réflexion, je dis, mais on devait être fort. On devait vraiment être fort parce que l'argent qui a été vraiment mis pour coloniser la mentalité des personnes, pas seulement, mais en Belgique, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, montre vraiment que la société qui était là était énormément riche, parce que sinon tu mets pas autant de moyens en fait pour essayer de la déconstruire. Et le fait qu'elle a encore, je dis, elle continue à être déconstruite aujourd'hui, parce que même refaire le bon avec tout ça, c'est énormément difficile, encore une fois à cause de la démonisation. Donc, comme le fait que on peut avoir des réactions aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'encore une fois, on connaît pas notre histoire et parce que toute l'histoire avant la période coloniale a été démonisée. Et aujourd'hui, même si tu es conscient et que tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas, on a quand même une certaine crainte. Est-ce que je vais toquer à la bonne porte? Parce qu'il faut aussi connaître ses ancêtres, faut connaître c'est pas facile de juste reconnecter avec la spiritualité. C'est aussi ça qui est complexe, en fait. La spiritualité était liée à tout ce qui était relié, en fait, à notre société. Donc, c'est difficile de voir les deux séparément. Ce qui fait que, aujourd'hui, même faire le premier pas et faire le travail de se dire, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, ça continue à être un obstacle. Oui, pour surenchérir, moi, par rapport à la machine propagandiste qui a été utilisée pendant cette période coloniale, pour justement dire que oui, les Belges ont bien fait les choses. Moi, d'ailleurs, je fais des études en sciences politiques. C'était pendant un cours d'histoire du temps présent. On parlait de cette période coloniale congolaise par rapport à la Belgique. Et arrivé à un moment donné, au moment de parler de la décolonisation, la prof, tranquille, qui racontait que, en fait, la Belgique a arrêté de coloniser le Congo parce que, tout simplement, ça commençait à coûter beaucoup trop cher au Congo, enfin à la Belgique plutôt, et qu'ils devaient arrêter puisque c'était beaucoup trop d'argent, il fallait se reconcentrer sur la reconstruction de la Belgique. Mais comme ça vient encore confirmer le fait de maîtriser la narrative, c'est hyper important. Moi, ces jours-là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai levé la main, j'ai dit, mais madame, ce que vous racontez, c'est faux. Parce que la même Belgique que vous dites qui a arrêté de coloniser le Congo parce que c'était par faute de moyens, mais c'est la même Belgique qui a financé Moïse Tshombe pour qu'il puisse faire une sécession et qu'il puisse séparer le Congo pour continuer justement avec cette machine coloniale. Donc, quelque part, cette propagande continue. Et moi, en ayant étudié au Congo, est-ce qu'on peut lui en vouloir à cette prof de perpétuer cette propagande-là? Moi, personnellement, lui en vouloir, quelque part, en fait, j'ai envie de dire oui et non.
Parce que concrètement, comme ça, en étant du corps scientifique, tu te dois, par honnêteté intellectuelle, d'aller faire les recherches toi-même pour pouvoir déconstruire ces genres de choses. Maintenant, pourquoi je lui en veux pas? Parce que eux aussi, en tant que personnes qui ont grandi en Belgique, grandissent avec des billets. Grandissent avec des billets où ils se disent que concrètement, ben, mes grands-parents ont bien fait les choses. Aujourd'hui, on le voit même dans les débats français à la télévision, il y a des gens qui se permettent de dire encore aujourd'hui que la colonisation était une mission civilisatrice. Donc, on a appuyé ce que tu dis, il y en a qui disent qu'il faudrait recoloniser la J'ai vu cette image-là, je me suis dit, mais c'est une blague. Mais après, en fait. est-ce que tu penses pas qu'elle est faite sciemment? Le faire sciemment, je pense pas. Vraiment, très sincèrement, pour Il y être a honnête. un programme scolaire Oui. qui est censé coloniser l'imaginaire collectif des enfants. Un professeur qui fait l'équilibre entre les enfants non noirs et les enfants noirs, ça peut créer un déséquilibre dans la tête des enfants blancs. Parce qu'ils ont grandi avec cet avantage comparatif, qui sont censés être supérieurs pour certains, par rapport à ce qu'on leur raconte. C'est pas qu'ils sont supérieurs par nature, hein. C'est en fonction de ce qu'on te raconte, tu peux avoir l'impression d'être supérieur à l'autre. Maintenant, nous, comme on a pour la plupart des carences au niveau de l'histoire, on a certains complexes. Mais toi, tu as réussi à avoir la narration. Ben maintenant, est-ce que tu penses qu'elle n'a pas fait aussi sciemment? C'est possible aussi parce que dans le système scolaire, qui s'applique aussi en Afrique avec l'UNESCO, on est censé nous abrutir pour qu'on n'ait pas accès à l'information de façon à ce qu'on soit maintenu à un certain niveau. Je vais lier les deux pour donner une réponse. Avec l'explication, avec du recul, je pense que finalement, je pense que oui, elle a fait sciemment parce que, comme tu disais, la domination culturelle, comme le disait Thomas Sankara, est moins coûteuse que la domination par le fouet ou quoi que ce soit. Juste pour enchérir sur ce qu'il a dit et pour que tu puisses poursuivre ta question, est-ce que tu penses que la prof d'université a le même degré de connaissance s'agissant de l'objectif derrière le programme scolaire que ceux qui l'ont rédigé au niveau le plus haut à l'UNESCO? Est-ce que tu penses qu'elle a forcément les mêmes objectifs que ceux qui ont rédigé justement ce programme scolaire pour nous recoloniser dans l'esprit? Concrètement, je pense que oui. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le monde scientifique, justement, Pauline, tu pourras me contredire parce que tu es en plein dedans aujourd'hui, mais l'objectif même du monde scientifique, c'est ça, en fait, c'est toujours remettre en question les savoirs communs pour pouvoir le faire avancer aujourd'hui. Si on en arrive là avec la science, c'est parce qu'on a pu remettre en question tout ce qu'il y a eu avant. Pour pouvoir dire que la Terre tournait autour du Soleil ou quoi que ce soit, c'est parce que à l'époque, on avait remis en question une connaissance qui était présente dans le monde scientifique et on a pu avancer là-dessus. Donc je pense qu'à mon avis, oui, ces profs a cette connaissance-là. Et je crois qu'il y a, pour répondre à la question, il y a cette volonté de domination culturelle. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir aussi se laver par rapport à la colonisation. Se dire que finalement, moi, la colonisation, j'étais vraiment allé pour aider. Et quand c'était un peu plus difficile pour moi, j'ai dû arrêter. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et pour surenchérir, pour parler de l'UNESCO, moi, en étudiant au Congo, quand on m'apprenait la colonisation, on m'apprenait la colonisation dans des termes comme avantages et désavantages de la colonisation. Mais d'où on te parle d'avantages? D'où la colonisation en tant qu'œuvre est déjà mauvaise et néfaste. Mais on vient quand même te parler d'avantages. Et la manière dont ça a été enseigné, la manière dont c'est ramené aux élèves congolais, ça ne permet pas justement aux Congolais qui grandissent au Congo concrètement comme ça, de pouvoir remettre en question cette période coloniale et de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, on est encore en plein dedans. Parce que quand on vient t'enseigner la colonisation avec ses avantages, ben, au final, tu te dis quoi? Ah, mais les bonnes choses, on en profite. Le reste est parti, on me fouette plus. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça limite là notre manière d'aborder cette période coloniale. Et concrètement, comme ça, oui, moi je pense qu'au final, cette prof-là, elle a fait exprès. Après, ça continue toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé à l'Élysée avec tous ces influenceurs qui étaient invités à l'Élysée. C'est un nouveau mécanisme pour essayer de capter cette jeunesse africaine. Donc, on va passer par les influenceurs. Et ça, c'est pensé par des scientifiques français. Parce qu'ils sont en train de perdre, ils sont en train de perdre leur carré au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, ils se sont dit, ils vont passer par des influenceurs pour capter l'attention de ces jeunes de la diaspora qui sont en train d'essayer de se réveiller.
Et Emmanuel Macron, maintenant, il se fait appeler le panafricaniste. Donc, bref. Ils sont en train d'essayer d'utiliser les armes que nous, on utilise pour essayer d'éveiller cette jeunesse-là, pour essayer de continuer à maintenir la domination culturelle. Bien sûr, d'où les ridicules, en fait, de ce qu'ils essayent de faire. Geneviève parlait de la néocolonisation. On est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Et malheureusement pour moi, ça ne tient qu'à moi, je le dis et j'assume ces propos-là, en passant par des traîtres. Ces influenceurs-là, pour moi, aujourd'hui, je les considère comme des traîtres. Parce que vous participez justement à nourrir une certaine narration, un certain vouloir de ces colonialistes qui, aujourd'hui, se voient chasser de l'Afrique petit à petit, où ils voient aujourd'hui que la jeunesse africaine est en train de s'éveiller, la conscience est en train de s'éveiller, et concrètement, malheureusement, le fait de rentrer dans cette dynamique-là, malheureusement, ça participe justement à ce que tu viens de décrire. Et je dirais que c'est dommage. C'est juste Mais dommage. vous pensez pas que c'est simplement le fait d'une ignorance, tout simplement, que ces jeunes-là ne savent pas que la France perd son précaré et qu'il y a des intérêts à avoir en Afrique? Vous pensez vraiment que les jeunes sont allés à l'Élysée sciemment en sachant que les intérêts de la France vis-à-vis de l'Afrique Moi, étaient je suis sûre néfastes? que c'est pas une chose que, par exemple, dans l'invitation qui va être décrit directement, en fait. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a encore une fois le désavantage de ne pas avoir assez d'informations pour voir ce qu'on reproduit même d'une autre manière aujourd'hui avec la digitalisation. Donc, je pense que dans tous les récits que j'ai entendus aujourd'hui, vraiment, c'est la ressource où on retourne tout le temps, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas ces informations-là. Et donc, on doit vraiment regarder c'est quoi le socle, ce qui fait que cette information n'arrive pas vers la jeunesse. Et aujourd'hui, parce qu'on peut parler des influenceurs, mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs justement qui font le travail d'apporter cette histoire et cette connaissance vers les jeunes, des jeunes qui ont même, parce que malheureusement la plupart des choses, dans des livres ou dans des documentaires des fois ou dans des articles scientifiques. Mais cette accessibilité aussi, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, il y a quand même le travail par des influenceurs, du coup, aujourd'hui, qui est fait pour apporter cette information, je pense, dans la manière la plus facile qu'on a aujourd'hui, c'est l'écran. Mais il faut encore une fois voir quelles informations sont concrètes et justes et quelles informations sont, comment dire ça, sont façonnées. Et là, je pense vraiment que, un podcast comme justement la vôtre, joue un hyper grand rôle dans vraiment apporter la connaissance vers ces jeunes-là. Et je pense aussi que les associations, par exemple avec le Cercle congolais, on organise souvent des soirées, on appelle ça mbongi, où l'idée c'est vraiment la transmission. On a organisé par exemple un événement qui s'appelait l'épopée de la civilisation africaine au Centre culturel congolais, et ça a été donné par Momi Mbuzé. Et là, par exemple, il raconte vraiment l'histoire des royaumes, comment les royaumes ont changé aussi à travers le temps, les traditions, d'où ça vient. Parce que, par exemple, là, tantôt, vous étiez aussi en train de parler du fait d'accepter ou pas accepter la dot. Je pense qu'on l'accepte une fois qu'on comprend vraiment, L'importance. oui, d'où ça vient et l'importance. Et aussi, une fois que nos parents arrêtent malheureusement, ça c'est aussi un peu vers nos parents, mais qu'on arrête de nous dire, oui, les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. On a arrêté, en fait, d'expliquer. On a arrêté de transmettre ces informations-là. Et encore une fois, je pense vraiment que beaucoup de nos problèmes peuvent être résolus ou qu'on peut faire un premier pas vers une résolution si nous-mêmes on fait le travail intérieurement de chercher des informations, pas seulement de les chercher, mais aussi d'archiver, même dans des événements, parce que j'en suis beaucoup des événements qui sont formés par la diaspora et tout ça. Vraiment hyper intéressant. Le travail est fait aujourd'hui, mais on doit apprendre à archiver, à écrire ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, notre histoire, elle est beaucoup trop accrotée par les Européens, ce qui fait que les enfants, à l'école, apprennent toujours l'histoire de la civilisation, les bienfaits de la civilisation qui n'étaient juste pas là, en fait, et que les personnes ne comprennent pas que Léopold, dès le début, son idée, c'était nous, on est assez nouveaux. La Belgique était un nouvel État par rapport à, par exemple, la France, le UK, les États-Unis. Et donc, lui, il s'est dit, mais en fait, je vois qu'il y a de la colonisation qui est faite par mes confrères
de l'autre côté, je vois qui sont en train de s'enrichir. Donc nous, en fait, pour mettre la Belgique sur la carte, et on voit aujourd'hui, on est le centre de l'Europe, donc il a réussi d'une certaine manière, mais l'idée, c'était vraiment économique pour faire en sorte Il n'a que... pas essayé qu'au Congo. Non, il n'a pas essayé qu'au Congo, tout à fait. Et en fait, toutes ces histoires-là, je pense qu'une fois qu'on comprend et qu'on sait que l'idée, dès le début, est économique, il n'y a pas de bienfait. Si tu aides, et encore une fois, on n'a vraiment pas besoin d'aide, mais imagine que Léopold voulait vraiment, et la Belgique voulait vraiment aider parce qu'ils avaient une idée morale ou consciente d'aller aider les Africains. Déjà, ils devaient d'abord aider les Belges en Belgique parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté à ce moment-là. Et beaucoup de Congolais, d'ailleurs, qui sont venus dans cette période-là, ils sont arrivés en Belgique, ils se sont dit, mais attends, il y a des gens ici dans la rue, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette confrontation doit être faite par des récits qu'on écrit nous-mêmes. Exactement. Après comme on le dit souvent, donc les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. C'est parce qu'on n'a pas eu cette appétence à narrer l'histoire. Après, juste rapidement sur les influenceurs qui apportent du contenu qui éveille la jeunesse n'étaient pas présents. Ce qui veut dire qu'ils ont choisi à bon escient les influenceurs de façon à se dire, ceux-là, ils sont dans le divertissement, ils sont pas assez conscients, on va essayer de les manipuler facilement. C'est comme ça que je dis simplement, il faut essayer de se dire aussi, on est responsable de ce qui nous arrive par moment. Parce que C'était sur invitation ou il y avait... c'était sur invitation, en fait, c'était ciblé. C'était ciblé. Mais moi, je pense que quelque part, et c'est peut-être là où je te rejoindrai pas, Pauline, c'est au niveau du fait que ces influenceurs-là présents n'avaient pas au moins connaissance des enjeux. Parce que je pense que concrètement, comme ça, aujourd'hui, avec tous les chocs qui se passent, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils le voient. Sur TikTok, on voit des choses où les gens ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, avec certains propos, on le voit. C'est des choses qu'aujourd'hui, on a, ces gens-là ont accès. Ça dépend de l'algorithme, je dirais, moi. Non, même pas. Aussi, de Mais ce que tu vois. Après imagine juste Christian Kagny Fotonet, Emmanuel Macron. Il y a ça aussi, tu vois. Et c'est ça, et c'est là où j'allais rebondir, justement. Il y a ça. C'est que moi, je pense qu'il y a plutôt ce côté individualiste. C'est Ces ça, gens-là ouais. ne Bien pensent pas évidemment, d'abord aux ouais. intérêts de la nation, ne pensent pas d'abord à l'intérêt de l'Afrique, mais pensent à leur intérêt propre. Et je pense que justement, c'est aussi un combat que l'on doit mener pour comprendre qu'aujourd'hui, concrètement, pour pouvoir sortir de ce prisme dans lequel on est, pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est, il faut, pour les Congolais et pour les Africains, avoir ce dynamisme de se dire que on doit se sacrifier. Il faut un sacrifice. Et pour la plupart, ils ne sont pas prêts à le faire. Et justement, c'est pour ça que moi, je considère que ces influenceurs-là sont des traîtres. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices-là. Ils se disent, ils doivent d'abord, eux, s'en sortir pour pouvoir sortir leur famille, sans pour autant penser à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, sur l'impact que ça peut avoir, justement, par rapport à leurs actes. Je pense que c'est, à ce niveau-là, c'est plus l'individualisme plutôt, pardon, qui joue que le côté... Après, il y a aussi... Juste avant de te laisser poursuivre, en sachant la manière dont on peut terminer, par exemple dans l'acide, est-ce qu'on peut en vouloir à des gens qui n'ont pas forcément envie de prendre le risque de se sacrifier pour une cause jugée par beaucoup comme perdue? Non, en fait, la cause, elle n'est pas perdue. Mais après, comme je dis souvent, il faut avoir un niveau de conscience assez poussé. Maintenant, il y a l'arbitrage entre la gloire et la prospérité. Ceux qui sont allés, ils étaient là pour la gloire. Ils ne sont pas là pour la prospérité. Maintenant, c'est pas-ci parce que ça va les apporter les opportunités par la suite. La prospérité, ils marqueront leur époque. Là, ça va être individuel, donc c'est la gloire. Maintenant, la prospérité, c'est celui qui va se dire, je refuse ce rendez-vous-là parce que je me dis que si j'y vais, j'engage ma communauté. Sauf que eux, ils pensent pas à l'intérêt général, ils pensent à l'intérêt personnel. Oui. Et après, c'est pas de leur faute. Il y en a certains qui viennent de certains milieux où ils n'ont pas eu cet accès à la connaissance. C'est comme ça que je dis, moi, j'ai regardé le casting des influenceurs, ceux qui postent des contenus engagés, ils n'étaient pas là. Donc, c'est un ciblage qui a été fait correctement. Maintenant, j'ai déjà vécu ça à Paris, dans un événement aussi qui avait été organisé par une ministre d'Emmanuel Macron. Elle avait ciblé certains Noirs qui étaient un peu suivis sur les réseaux, qui étaient engagés, pour les ramener à un événement qui était soi-disant panafricain. Mais très rapidement, dans l'événement, on a senti l'entourloupe. Donc, quand on avait fait des vidéos, on les a tous supprimés, parce qu'on était engagés.
Mais ceux qui avaient refusé de supprimer parce que pour eux, c'était un intérêt vital, ils ont gardé les photos. C'est comme ça que je dis, on peut pas obliger toute la communauté à être engagée. C'est la minorité qui va influencer la masse. C'est comme ça le combat. Maintenant, quand tu dis traître, c'est fort, mais bon, après, c'est tes propos. Donc, t'as totalement raison de les pouvoir les traiter de traîtres. Oui, parce que au quotidien, moi, par exemple, j'ai l'opportunité de fréquenter une de personnes. On dit que c'est une influenceuse. Moi, c'est pas comme ça que je la considère. Moi, vraiment, je la considère comme une personne qui fait un travail incroyable pour la communauté, qui s'appelle Bichilolo Kabeya, Bichilux sur ses réseaux sociaux. Elle, par exemple, en la côtoyant au quotidien, je vois le nombre d'opportunités qu'elle manque. Et moi, je pense, justement, pour rejoindre un peu ce que tu disais, c'est ce côté-là où il faut penser à la collectivité. Et elle le fait. Des comme elle, il y en a légion. Je vous cite celle avec qui j'ai un contact direct, mais on voit la différence. Maintenant, parler du fait que ces gens-là ne sont pas responsables de ça, je ne serais pas d'accord avec ça, pour la simple et bonne raison que ces gens-là qui ont été invités, aujourd'hui, bénéficient d'une certaine notoriété, et aussi cette notoriété, pour eux, suit avec un impact financier. Concrètement, comme ça, ils ne sont plus dans le même milieu social dans lequel ils étaient auparavant. Donc aujourd'hui, ces personnes-là sont plus aptes à avoir accès à cette connaissance. Même pas seulement à travers des livres, mais à travers rien que les réseaux sociaux. Moi, je le dis pourquoi? Parce que concrètement, comme ça, qu'on le veuille ou non, TikTok, à un moment ou à un autre, tu tomberas sur une polémique. En fait, ça dépend de qui tu suis sur TikTok. Par exemple, moi, les contenus des afros qui font le divertissement, je les suis pas. Donc, ils apparaissent pas. Si tu suis ce genre de contenu-là, ça va apparaître. L'algorithme TikTok te donne ce que toi, tu as l'habitude de suivre. Il suffit que tu regardes une seule fois, ça va revenir. Mais dès que tu décides de pas regarder, ça n'apparaît pas. Maintenant, je pense que quand tu prends statut social, ils n'ont pas cette appétence à pouvoir s'informer pour la plupart. Malheureusement. Malheureusement. Et toi, Pauline, tu as des réflexions par rapport à ça en tant que doctorante? Est-ce que toi aussi, tu reçois pas des propositions qui peuvent sembler alléchantes, qui peuvent sembler bien, mais qui malheureusement ne sont pas en adéquation avec tes valeurs? Oui, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans le milieu académique, le problème, c'est que déjà du côté flamand, il n'y a pas beaucoup de personnes de la diaspora qui sont hyper actifs ou qui sont dans le milieu académique et le milieu associatif. C'est pour ça qu'avec le Cercle congolais, on est vraiment un des premiers et je peux vraiment dire aujourd'hui qu'on est devenu une référence en Flandre pour les institutions. Mais ça aussi dépend, on regarde vraiment la demande et la signification que ça peut avoir pour la communauté, déjà de 1. Et aussi, par exemple, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a par exemple des quotas de diversité et voilà, ils veulent avoir des Noirs juste pour avoir des Noirs. Et moi, je regarde tout le temps vraiment pourquoi on m'invite et pour qui, en fait, je parle. Et c'est à partir de ces 2 questions-là que je choisis ce que je fais ou ce que je fais pas. Et même, par exemple, j'ai dit que j'ai travaillé pendant 1 an et demi à l'Africa Museum pour dire, avant de travailler dans cette institution-là, j'avais jamais mis les pieds parce que je refusais. C'était vraiment un endroit pour moi où le sang de mes ancêtres dégoulinait, en fait, de la façade. Donc, je me suis dit, mais je ne peux pas faire le bon et arriver là-bas. Et c'est à cause d'une personne qui s'appelle Nadia Nsai, encore une fois, une personne de la diaspora congolaise en Flandre, qui faisait vraiment beaucoup de travail dans l'intérieur, qui essayait d'apporter les jeunes dans l'institution. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est notre héritage. Et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas faire le bon et entrer dans le musée même à cause de son histoire. Mais si on reste de l'extérieur, en fait, on va jamais être entendu de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que je vais quand même essayer et de voir, en fait, ce que ça peut apporter aussi pour la communauté d'y travailler. Et après 1 an et demi, j'ai vraiment remarqué qu'en fait, que les récits que l'Africa Museum a vers l'extérieur, de diversité, de décolonisation et tout ce qu'on peut avoir, est totalement différent de l'intérieur, en fait. Et ce qui fait qu'après un moment, même si j'avais beaucoup d'opportunités à l'Africa Museum, que j'ai dû me poser la question, en fait, moi, je suis ici en tant que femme noire, en tant qu'enfant de la diaspora congolaise aussi. Je porte une voix où je vais souvent parler dans des événements, où je me présente aussi
en tant que responsable de presse. Donc les personnes voient une réflexion d'une personne noire et se disent que en fait, voilà, le musée fait le travail, alors que c'était pas du tout le cas. Donc il y avait vraiment un moment où je me disais que j'apprends énormément et j'ai vraiment accès à des ressources aussi des Congolais, des chercheurs en faire du Congo même. Mais d'une autre part, je pouvais pas continuer à travailler dans cette institution parce que après 1 an et demi, je me suis dit, mais l'institution n'est pas encore prête de faire le changement que je m'attendais qu'il allait faire en travaillant au sein du musée et en ayant une personne comme Nadia qui y travaille. Et pour faire court, Nadia, en fait, il y a 1 an et demi, elle a sorti un article. Elle travaillait encore à l'Africa Museum à ce moment-là, où elle a parlé de toutes les dynamiques, en fait, et les choses non dites au sein de l'institution. Donc, elle y travaille encore et elle a parlé, en fait, des choses qui n'allaient pas. Donc, il faut aussi avoir un certain courage de faire voilà, tout à fait, ce qui a valu le problème parce qu'elle a été renvoyée. Et moi, avant que Nadia parte, on avait déjà des conversations et on se disait, et je me disais, mais je peux pas rester là. Et c'est comme ça aussi que je suis partie travailler à l'extérieur, que je suis partie travailler, que je suis partie faire mon doctorat. Mais ce que je laissais derrière moi, c'est vraiment un travail, en fait, qui avait été fait, la relation qu'on pouvait renouer avec la diaspora au sein du musée, aussi la voix qu'on pouvait apporter et qui aujourd'hui, malheureusement, commence à encore disparaître parce que les personnes qui travaillent dans cette institution et qui voulaient vraiment changer les choses de l'intérieur, n'y sont plus aujourd'hui parce qu'à un moment, moralement, ça colle pas. Tu peux avoir les opportunités que tu veux, mais si tu comprends la raison pour laquelle tu as mis le pas dans cette institution et que tu vois que ça colle pas, à un moment, tu dois lâcher prise et tu dois dire non. Avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'avance, je sais pas ce que ça va encore donner, mais j'avance dans notre projet. Pour moi, c'est devenu, du coup, mon doctorat pour apporter quand même les réflexions et les informations, en fait, qu'il y avait dans cette institution à l'extérieur. Donc, je peux même dire que des fois, oser apporte beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente, en fait, du travail que je fais. Et par exemple, aujourd'hui, l'Africa Museum m'appelle parce que, ils ont besoin des personnes à l'intérieur pour par exemple, quand ils ont une activité culturelle pour faire la modération ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui, je refuse. Et je me vois aussi plus retourner dans cette institution jusqu'à quand ce directeur est encore là, parce que c'est aussi ce directeur qui a aussi eu beaucoup de problèmes et qui a fait en sorte qu'une personne comme Nadia, qui était vraiment importante, et là, je parle vraiment qu'une personne, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette institution avant qu'il arrive et qui ont fait du travail vraiment à l'intérieur, où vous voyez par exemple des événements comme Stars, où c'était un runway qui était au sein du musée. Il y a aussi une initiative qui a été faite par Blessing Goy, qui a produit un film qui s'appelait Patrimoine, un short film. Tout ça a été fait pas parce que l'institution comprenait en fait que faire ce travail-là était important, mais parce qu'il y avait des personnes qui y travaillaient. Et donc, en tant qu'afrodescendant, en tant que Congolaise dans ces institutions-là, c'est vraiment un débat, un combat constant en fait sur la moralité. Et si je pars, il n'y a plus personne pour être là et pour faire le travail. Mais je pense que c'est des questions qu'on doit se demander, qu'on a une obligation en fait. Si on veut faire les choses pour la communauté, on doit faire aussi en sorte qu'on reste pas dans un endroit parce que c'est sécurisé, parce que voilà, notre avenir est déjà écrit, parce qu'on se voit avancer, mais parce qu'on voit qu'il y a vraiment un avenir aussi pour la communauté. Et quand c'est pas là, c'est notre droit d'y sortir et d'aussi apporter une voix vers l'extérieur et dire que voilà, c'est pas parce que moi j'ai été là pendant 1 an et demi en tant que noire que le travail a été fait. Justement, comme on parle de partir, j'aimerais bien qu'on aborde la question de partir, mais à une plus grande échelle. On parlait de Marcus Garvey tout à l'heure avec le Back to Africa. Et on parlait aussi du fait d'être patriote. Patriote, ça vient du grec patris, qui veut dire la terre héritée des ancêtres. Est-ce que pour vous, quand on se dit patriote, il faudrait obligatoirement retourner dans son pays d'origine, en sachant que pour ce qui est de la RDC, la diaspora elle est estimée à environ 5 à 10 millions. Ce qui veut dire que si tout le monde rentrait, il y aurait quand même de la place pour tout le monde. Est-ce que pour vous, c'est une obligation de rentrer au pays? En vrai, si on suit les théories de Marcus Garvey, c'est une obligation de rentrer sur le pays. Parce qu'il disait, dans le Back to Africa, en fait, il faut pas rentrer dans son pays et continuer à travailler pour l'oppresseur.
Ce qui veut dire que quand il prenait le Back to Africa, il disait quand on rentre dans son pays, il faut être propriétaire et non locataire dans son pays, et propriétaire de son business et non salarié à nouveau. Donc c'est déjà un état d'esprit. Maintenant, au niveau du patriotisme, le patriotisme aujourd'hui, au niveau des Congolais, il est un peu en pacotille, pour beaucoup. Un patriote défend son pays pour l'intérêt général et non pour des intérêts pécuniaires. Aujourd'hui au Congo, en fait, beaucoup qui se revendiquent patriotes le font avec des billets qui sont des billets verts qui sont envoyés tous les mois. Donc c'est pas du patriotisme pour moi, c'est du fanfaronisme. C'est comme ça que je dis en fait, le patriotisme, on l'apprend dès le bas âge. C'est comme aux États-Unis, ils apprennent ça dès l'école, ils deviennent des patriotes. Ils défendent leur pays corps et âme. Au Congo, le patriotisme, on veut essayer de l'apprendre à l'âge adulte. Je vois aujourd'hui des Congolais qui sont sur les réseaux sociaux qui font de la propagande et ils appellent ça être patriote. C'est pas des patriotes. C'est parce qu'on n'a pas eu on nous a pas inculqué ça dès le bas âge, au niveau du Congo, en fait. C'est comme ça que je dis, en fait, c'est des concepts que on a rencontrés à l'âge adulte et pour certains, ils essaient de s'approprier ça en disant qu'ils sont patriotes. Maintenant, pour le Back to Africa, c'est quand on est patriote, on peut défendre son pays de l'extérieur, mais la finalité, c'est rentrer toujours à domicile. C'est comme ça que je dis, par exemple, Charles de Gaulle, pour moi, c'était pas un patriote parce qu'il a fait son appel à l'extérieur. Celui qui était patriote, pour moi, c'est Jean Moulin. Parce qu'il est mort en étant à l'intérieur du pays. Maintenant, on va pas obliger à tous les Congolais de rentrer au pays. Parce que il y a des Congolais qui rentreront au pays, mais qui travailleront à la solde de l'Occident. C'est le cas de certains dirigeants au niveau de l'Afrique. Parce que, je dis toujours, ayant étudié en Europe, comme Christian en train de faire la science politique en Europe, indirectement, on va le conditionner à penser comme les Européens, alors que c'est un Africain. Parce que la doctrine qu'on va t'imposer au niveau scolaire, c'est une doctrine européenne. C'est pas une doctrine africaine. Maintenant, quand tu vas vouloir agir au niveau du continent, il faudra que tu déconstruises ton imaginaire collectif et que tu changes de paradigme. Il faudrait que tu penses comme un Africain, alors que tu as grandi avec des croyances qui sont des croyances occidentales. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, on a ce problème entre le patriotisme et le Back to Africa, parce que Marcus Garvey, ce qui était fort, c'est que il avait prôné le fait qu'on soit propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il disait, aujourd'hui, au niveau des Noirs, au niveau surtout des Congolais, on est des consommateurs, on n'est pas des producteurs. Alors qu'on doit être des consommateurs et producteurs. Par exemple, moi, je porte des vêtements des frères congolais. Pourquoi? Parce que je me dis, si Christian crée une marque de vêtements, je m'habille chez Christian, Christian crée des emplois pour des Congolais, c'est le Congo qui prospère. Le but, c'est que Christian devienne la référence, et si Christian crée des emplois, ça donne des revenus aux Congolais, et c'est le Congo qui prospère. Ça aussi, c'est une forme de patriotisme. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas eu ces habitudes-là. Pourquoi? Parce que je me dis, si je donne de l'argent à Christian, comme un patron, il va commencer à me manquer de respect, tu vois. Oh, les kangas. Sauf que cet esprit-là, il faut qu'on l'enlève. Les autres prospèrent, pourquoi? Parce qu'ils se disent que si j'ai un problème, je vais passer d'abord par Christian avant de passer par Pierre, Paul, Jacques. Ils restent en communauté. Mais nous, on nous a dit que la communauté était mauvaise. Sauf que le patriotisme aussi, c'est de consommer chez soi, de d'abord penser à chez soi. Par exemple, si j'ai un problème judiciaire, au lieu d'aller prendre un avocat non congolais, je passe d'abord chez les Congolais. C'est comme ça qu'on va continuer à bâtir une nation patriotique. Économie circulaire, effectivement. Mais maintenant, pour chuter rapidement, le Back to Africa, il est nécessaire et obligatoire aujourd'hui. Parce que au niveau de l'Occident, l'Occident est en faillite. Ça, on le dit depuis les années 2014. Aujourd'hui, on le constate. Il y a des taux d'inflation, il y a des problèmes de revenus, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'immigration, il y a trop de problèmes au niveau de l'Occident, que aujourd'hui, il sera peut-être trop tard quand certains Africains vont décider de vouloir rentrer sur le continent parce que les Occidentaux sont en train d'aller avant nous. C'est comme ça que je dis, en fait, il faudrait qu'on conditionne les jeunes Congolais à se dire, c'est bien l'Europe, mais il faut que je pense toujours à mon pays. Et son pays, c'est le Congo. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est qu'au Congo, c'est des étrangers qui prospèrent et qui tiennent l'économie, alors que les Congolais, on a une masse financière qu'on passe notre temps envoyant à des Western Union, qui n'est même pas une entreprise congolaise. Alors que si Christian crée une boîte d'envoi d'argent, c'est Christian qui tient l'argent du Congo, en fait. C'est là où je dis on doit travailler. Et pour travailler, si on arrive à balayer tout ce que je viens de dire là, on va créer des vrais patriotes et pas des patriotes en pacotille comme aujourd'hui.
Pauline, avec ton œil de doctorante, qu'est-ce que tu Je suis en vraiment penses? déjà pour commencer d'accord qu'il y a vraiment un travail dans cet aspect qui doit être fait. Mais pour moi, le retour physique n'est pas le plus important en fait, et n'est pas aussi le seul travail qu'on devrait faire. C'est aussi la manière dont on retourne, la comment dire ça, la décolonisation mentale aussi qu'on a fait, comme tu l'as dit, avant de retourner. Et même si on retourne pas nécessairement directement au Congo et que ce soit dans un autre pays, mais qu'on part avec les connaissances en fait qu'on a acquises ici et qu'on repartage en fait avec soi, avec notre communauté. C'est vraiment pour moi le retour, c'est vraiment aussi les Congolais sont vraiment très communautaires parce que des fois on dit qu'on n'est pas assez, mais le fait par exemple que nos parents envoient tous les mois de l'argent, on a grandi avec cette idée qu'on vit pas seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui viennent, notre famille, notre entourage et les personnes qui viennent après nous. Et aujourd'hui, justement, avec les interviews que je fais, je remarque aussi il y a beaucoup de jeunes en fait ils ont grandi en Belgique, qui n'ont rien connu d'autre que le contexte belge, mais qui veulent vraiment faire quelque chose pour le Congo, que ce soit à partir de la Belgique ou d'un autre pays, et qui veulent aussi retourner avec quelque chose et apporter quelque chose au pays. Encore une fois, on ne doit pas retourner en Afrique ou au Congo avec l'idée que on a de la diaspora, on a appris des choses en Europe et donc on a une certaine supériorité. On doit aussi faire attention à ça parce que je pense que encore une fois, on part avec aussi notre regard européen qui ne peut pas aussi nécessairement aller fonctionner là-bas. Et on est aussi dans un tout autre contexte. Pour moi, par exemple, aussi l'image où on va politiquement pour le Congo, où la démocratie, par exemple, est mise en avant. Ce qu'on ne doit pas oublier, en fait, que les structures qu'on a aujourd'hui au Congo sont aussi une continuité de ce qui a été imposé pendant la période coloniale. Et donc, l'idée de faire avancer, entre guillemets, le pays avec l'idée que nous, on a, parce qu'on a grandi ici, de comment le pays peut avancer aussi, que là aussi, il y a un certain risque qu'on peut avoir. Donc, je pense que pour retourner et pour vraiment retourner en tant que patriote, on doit d'abord faire le travail ici, on doit faire un travail mental, on doit faire un travail de déconstruction et aussi même en manière de politique, ce qu'on pense qui peut travailler ou qui peut fonctionner au Congo. Donc, la démocratie, on doit aussi, justement, pour moi, revoir ce système et voir que, en fait, ça peut pas marcher le fait que on a un système, en fait, assez belge. Le Congo est 80 fois plus grand que la Belgique. On peut pas faire un copy-paste et se dire que ça va fonctionner, en fait. C'est pour ça que je dis, on doit retourner vers nos racines et faire le travail de se décoloniser mentalement et après faire le pas de retourner, que ce soit d'une manière physique ou pas, au pays. Pour moi aussi, ça, c'est vraiment être patriote, en fait. Donc, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que ça peut être fait, comme je le dis, d'une manière physique ou autre, en fait. Moi, je rejoindrais beaucoup plus la posture de Pauline parce que je fais un lien avec ce qu'on disait au début sur la hiérarchisation de l'identité ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui, concrètement pour elles, peuvent se sentir aussi ici chez eux en Belgique parce qu'ils le sont tout autant. Personnellement, moi, si on me demandait mon avis, oui, bien évidemment, moi, je compte retourner au Congo pour pouvoir y vivre et pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur le terrain. Mais parce que aussi, j'ai grandi au Congo, je suis né au Congo, je suis arrivé ici, j'étais déjà dans la majorité. Donc, quelque part, je pense, mon bagage à moi est quand même assez différent de quelqu'un qui est né en Belgique et qui a fait toute sa vie en Belgique. Peut-être qu'il va au Congo, découvre le Congo à l'âge de 20 ans, 17 ans, 16 ans. Ça sera toujours différent la manière d'aborder la chose. Mais comme tu l'as dit, le plus important, c'est de savoir que même en étant ici, je dois œuvrer pour mon pays d'une différente manière. Concrètement, aujourd'hui, il faut le dire, on le fait. Avec le cercle congolais en Flandre, vous le faites parce que vous êtes en train d'aider les jeunes Congolais ici en Belgique à décoloniser leur mental, leur manière d'aborder l'histoire du Congo
Et quelque part, je trouve que c'est un travail important. Mais en dehors de tout ça, c'est que aujourd'hui en Belgique, il y a un travail aussi contre les institutions qui se font, enfin qui se fait plutôt. Donc concrètement, à certaines échelles, je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, en Belgique, il n'y a plus des personnes, même s'il y en a qui osent le faire, mais ils le feront avec beaucoup plus d'attention parce qu'ils savent que si je me mets à dire tout haut n'importe quoi par rapport à l'histoire coloniale, il y a un contre-pouvoir en face qui est en Belgique. Geneviève, qui est membre de Mémoire coloniale, lutte contre les discriminations, ben, c'est aussi un contre-travail qu'ils sont en train de faire et leur présence en Occident est importante. Donc je pense que oui, il y a vraiment ce travail-là à faire. Le retour physique n'est pas obligatoire, mais le travail doit être fait. Quel que soit là où on se trouve, le travail doit être fait. Donc personnellement, je ne pense pas que ça empiète sur notre patriotisme. Au contraire, ça peut apporter une autre plus-value. Mais comme tu l'as encore dit, j'appuie vraiment dessus, il faut faire attention avec la posture que l'on prend. Et justement, ça rejoint par rapport au paradigme des personnes qui sont ici en Occident. Moi, par exemple, aujourd'hui, oui, j'ai été au Congo jusqu'à mes 18 ans. Et alors, j'étudie en Europe. Je commence à avoir ces codes-là de l'Europe. Donc, quelque part, moi aussi, je dois encore faire ce travail-là, de pouvoir faire attention pour ces changements de paradigme. Et justement, je pense que l'important, c'est de pouvoir allier nos études. Et moi, c'est quelque chose que je fais. Et d'ailleurs, c'est pas en me sentant supérieur à qui que ce soit, hein, je tiens à le préciser, mais c'est vraiment un conseil que je donnerais à mes chères sœurs et chers frères, c'est d'allier nos études ici en Occident avec la recherche de la connaissance purement africaine, purement congolaise, à travers des écrits des Congolais, à travers ce qui peut se faire sur YouTube. Il y a énormément de documentaires sur YouTube, des personnes qui font ce travail-là. J'ai cité tout à l'heure Bichilux qui fait un travail aussi incroyable. Donc, toujours essayer de suivre ses études, hyper important, mais à côté, aussi se former soi-même. Être un autodidacte, parce que quand tu allies les deux, je pense que ça facilite encore un peu plus le travail personnel. Après, dans le patriotisme, il y a la loyauté qui compte. Si tu es né et grandi en Belgique, tu vas défendre quel pays? La Belgique ou le Congo? Quand tu connais ton histoire, je pense le Congo, pour moi. Et si tu connais pas ton histoire, tu défends la Belgique. Exactement. D'où l'importance de maîtriser la narrative, comme on l'a dit tout au long de l'épisode. C'est un peu comme ce que Lumumba disait, toutes nos actions, la source de ces actions-là doit être le patriotisme et l'amour de la nation. Donc, je vous remercie pour vos échanges, vos réflexions, vos débats. Ce fut super intéressant. Maintenant, en guise de conclusion, j'aimerais quand même vous demander de terminer ma phrase, très court, en un mot si possible. La jeunesse congolaise est Endormi. En train de se réveiller. L'espoir d'aujourd'hui et de demain. Amour. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. L'évangile patriotique, c'est ça. On n'est pas toujours d'accord, mais on arrive quand même à trouver des pistes de solutions en intelligence collective. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager, surtout à commenter. Donnez-nous vos avis en commentaire et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.